Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. L'Église catholique condamne à son tour le phénomène de vol de bébés qui a cours au Cameroun. Les évêques demandent ainsi au gouvernement de renforcer les mesures de sécurité autour des hôpitaux. Des exigences formulées ce jour à Yaoundé lors de l'ouverture de la 40e assemblée plénière de ces évêques. Enfin, Michael Jean poursuit sa visite officielle au Cameroun. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a été faite ce jour docteur honoris causa à l'université de Yaoundé 1. J'annonce que dans la deuxième partie de ce journal, nous allons marquer un temps d'arrêt pour questionner l'état de relation entre cette institution et le Cameroun. L'invité est le professeur Dieudonné Oyono, recteur de l'université de Douala. A tout de suite. Nous parlons de religion en ouverture de ce journal avec les évêques qui demandent au gouvernement de faire de la protection de la famille leur chemin de bataille. Ceci dans le but de mettre un terme à leur souffrance. Ils l'ont fait savoir à l'ouverture de la 40e assemblée plénière de ces évêques. Plus de détails avec Élisée Mbogba et Aïk Cyril. Sur la colline d'Umvolié à Yaoundé, les évêques du Cameroun vont en guerre contre les souffrances dans le mariage et donc dans la famille. Le mariage est un lieu de bonheur, un lieu de paix, un lieu d'amour. Et cela se réalise dans la mesure où les conjoints et leurs enfants entrent dans cette perspective-là. La croisade lancée ce jour par les hommes de Dieu découle d'un constat. Il y a des crises. Les crises, ça veut dire que ce sont des mutations en cours qui manquent de repères aux valeurs. Donc la première chose qui est fondamentale, c'est que sur le plan éthique, il faut remettre à jour l'éducation familiale. Les crises familiales sont aussi dues à la pauvreté et même les divisions familiales sont généralement liées au fait qu'une famille qui n'a plus moyen de prendre en charge ces sujets déprime et s'écrase. La 40e assemblée plénière des évêques du Cameroun, qui a pour thème la famille, vise donc à tracer les voies et moyens pour un meilleur accompagnement des familles au Cameroun. Il faut de plus en plus des structures de solidarité. Quand une fille se sent déplorée parce qu'elle a conçu, il faut qu'elle ait un recours sûr et une capacité d'accueil et de soutien. Les évêques du Cameroun attirent l'attention des pouvoirs publics, représentés à l'ouverture des travaux par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, afin que l'État fasse de la protection de la famille un chantier prioritaire. Restons toujours au cours de cette 40e session de l'Assemblée plénière, les évêques qui ont demandé au gouvernement de renforcer la sécurité autour des hôpitaux. Une exigence qui survient quelques jours seulement après le vol d'un bébé à l'hôpital de l'école de police de Yaoundé. Retrouvons une fois de plus Aïk Cyril pour les détails. À travers les évêques réunis à Yaoundé, l'Église catholique au Cameroun condamne les vols de bébés devenus monnaie courante dans nos hôpitaux. C'est quand même surprenant que dans un pays comme le nôtre, qu'on puisse voler des enfants. Ça, c'est des dérapages regrettables. Alors que Judith Douala est toujours sans nouvelles du bébé qu'elle venait de mettre au monde, les évêques du Cameroun croient savoir que si les bébés sont aussi facilement volés au Cameroun, c'est pour des pratiques occultes. La question des bébés devient cruciale. Il y a des abandons de bébés, il y a des vols de bébés, il y a même, semble-t-il, des rituels qui attaquent les bébés. Mais une chose est sûre, pour soigner son image suffisamment écornée par un cas de vol de bébé comme celui intervenu au centre hospitalier de l'école de police à Yaoundé, le gouvernement doit mettre un point d'honneur sur la sécurité dans nos hôpitaux. La première chose à faire, que la sécurité de toute personne soit assurée. Pour montrer que les évêques du Cameroun parlent tous d'une même voix, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun est soutenu dans ses propos par l'archevêque métropolitain
de Yaoundé. Cela appelle à une meilleure sécurisation dès les maternités. Quelle est la manière la meilleure pour accorder aux mères, aux futures mères, la sécurité nécessaire? Après Vanessa Tchatchou, il y a 2 ans, Judith Douala à son tour, pour ne citer que ces 2 cas, cherche les traces de l'enfant à qui elle a donné naissance il y a bientôt 1 mois à l'hôpital de l'École nationale supérieure de police à Yaoundé. Nous parlons à présent du 2e jour de la visite officielle. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, pour dire que Michaël Jean, était tout d'abord à l'Assemblée nationale et ensuite elle s'est rendue à l'université de Yaoundé 1 où elle a été faite Dr Honoris Causa. Retour sur cette journée avec Joël Essengue et Guizogo. Entre le premier ministère, le site d'enfouissement des ordures ménagères de Kolfoulou, et l'ECAM et l'université de Yaoundé 1, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a su trouver son chemin au cœur de la 2e journée plutôt chargée de sa visite officielle au Cameroun. D'emblée, après les premières étapes, notamment à l'immeuble Étoile et à l'ECAM, la satisfaction était de mise côté camerounais. Madame la secrétaire générale nous a pu nous promettre que ces liens de coopération vont aller en s'intensifiant. Mais le clou de la journée était la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à Michaël Jean à l'université de Yaoundé 1. Sur le terrain des humanités et des belles lettres, Jacques Famdongo, le ministre de l'enseignement supérieur, a placé la barre très haut dans un discours plein d'éloquence et d'érudition qui a soulevé l'enthousiasme du public de l'Amphi 700. Nous saluons en vous, Madame du Logos, de l'Ethos et du Pathos. Disons que la barre est hautement placée. Lui rétorquant, Michaël Jean, du haut de sa nouvelle stature de docteur honoris causa de l'université de Yaoundé 1, a délivré une leçon magistrale avec emphase sur la place centrale de l'éducation. L'éducation, c'est la clé, plus que de la réussite, plus que du succès. L'éducation, c'est la clé de ta liberté. Et dans la foulée, elle s'est livrée à un plaidoyer pour l'Afrique qu'elle voit en puissance du XXIe siècle. L'Afrique est désormais un partenaire à part entière et un acteur incontournable. Il faut en finir ici avec cette perception d'une Afrique vouée fatalement au sous-développement. Michaël Jean a mis un terme à son passage à l'université de Yaoundé 1 par le dévoilement de la plaque commémorative de sa visite sur ces lieux. Pour une journée pleine, c'en était une, de quoi l'achever sur des pas de danse trépidants, comme elle l'a fait. Eh bien, les enjeux et même les atouts de l'Organisation internationale de la francophonie, mais également l'état des relations entre cette institution et le Cameroun. Je vous donne rendez-vous dans la 2e partie de ce journal. Nous serons en compagnie du recteur de l'université de Douala. Affaire de l'avion qui s'est écrasé dans un village nommé Eboko Badjo, c'est dans l'arrondissement de Tombel. L'on note que certains cadres de l'administration préfectorale du coupé Manengouba sont sur le point de vouloir vendre ces images aux médias internationaux. Il s'agit notamment de l'image de Blitz Patrick, le pilote américain, dont l'avion s'était écrasé là-bas, on se souvient, le 22 juin 2014. Plus de précisions avec nos reporters Innocent Abega et Eric Marcial Djomou. Ce 22 juin 2014, Bill Fritz Patrick décolle de Kano au Nigeria en direction du Congo avec une escale prévue à Douala. Son dernier contact avec la tour de contrôle à Douala est pointé autour de 22 h à son entrée sur le territoire camerounais. Bill Fritz Patrick était un volontaire du corps de la paix, amoureux de la nature et des animaux. Il travaillait pour 3 parcs nationaux, parmi lesquels celui de Haut-Zala-Kokwa, en République démocratique du Congo, où il se rendait à bord du Cessna 172, dans lequel il était seul. Sa spécialité, la lutte contre le braconnage des espèces sauvages pour le compte de la société African Park Organization. Du 22 juin 2014 au jeudi 9 avril 2015, les recherches de l'épave, de son avion et de ses restes auront duré 10 mois. 10 mois au cours desquels responsables américains et camerounais auront multiplié les pistes de recherche. Le pilote laisse derrière lui une femme,
l'a nommé Paola et 3 enfants. Pour son épouse, il est simplement mort pour son engagement sans limite et permanent dans la préservation de la faune aux États-Unis d'Amérique et en Afrique. Elle attend désormais de pouvoir récupérer ses restes pour lui assurer un repos éternel et digne. Pendant ce temps, des sources évoquent des velléités de commercialisation des images de l'épave et des restes de l'Américain, action occulte orchestrée par certains responsables de l'administration camerounaise à Bangem et à Tombel. Encore des organes de presse à la barre le 20 avril prochain. Les quotidiens Le Messager, Mutation et Émergence devront comparaître devant le Conseil national de la communication des articles sur la santé du chef de l'État ainsi que du photomontage sur le site web de la présidence de la République. Cela fait suite à une plainte du ministre de la Communication déposée auprès du CNC. Plus de précisions avec Serge Alaoutou. Au siège du quotidien Le Messager à Douala, Alain Djipou n'en a pas assez de relire l'article qui voit son journal une convocation lundi 20 avril 2015 devant le Conseil national de la communication. L'organe créé en 1991 et chargé de la régulation des médias n'a plus depuis le 23 janvier 2012 seulement un rôle consultatif, mais il peut désormais sanctionner. À notre connaissance, le CNC, le Conseil national de la communication, n'est pas un vampire pour que nous puissions avoir un sentiment de peur à ce jour. Il s'agit tout simplement pour le Messager de constater avec désolation que lorsque ce journal essaie de montrer la Lune, on ne voit pas la Lune qu'il montre, mais on voit plutôt le petit doigt. Le Messager et 2 autres organes de presse sont traduits devant le Conseil national de la communication pour des articles sur la santé du chef de l'État d'une part, et sur le photomontage sur le site de la présidence de la République d'autre part. Dans son édition du 11 mars 2015, le doyen des quotidiens privés titre sur l'absence du président de la République en période de guerre. Le journal de Pius Ndiawe met à sa une un titre assez évocateur dans un vocabulaire martial. En langage militaire, il n'y a pas une autre expression pour qualifier cet abandon-là qu'autre que la désertion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être en situation de guerre, encore que c'est lui-même qui allait déclarer la guerre à Paris, sans avoir consulté le peuple. Donc il mène sa guerre à distance et puis les pauvres soldats sont au front, tout seuls, abandonnés à eux-mêmes. Et donc pour nous, nous avons pensé que c'était pas du tout patriotique de sa part. Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, a donc saisi le Conseil national de la communication. La tutelle de cet organe de régulation étant assurée par le ministre de la Communication, nombre d'observateurs s'accordent à penser que la convocation du quotidien Le Messager et les autres vaut déjà condamnation. À la rédaction du quotidien Le Messager, l'on préfère mettre les membres du Conseil face à leur conscience. La bataille est celle de savoir si effectivement le Conseil peut désavouer le ministre qui est en même temps la tutelle organique, n'est-ce pas, de cette instance. Et donc nous ne pouvons que souhaiter que les femmes et les hommes qui sont dans ce fameux Conseil fassent preuve de beaucoup d'indépendance d'esprit et même de hauteur pour pouvoir être à même de trancher cette affaire sans sentimentalisme, sans parti pris et même dans l'objectivité. L'espoir reste permis quand on se souvient qu'en février dernier, le Conseil national de la communication avait débouté Paula Tangandji, secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, dans sa plainte contre l'hebdomadaire L'Œil du Sahel. Coopération militaire entre le Cameroun et la Russie. Signalons cet accord qui a été paraphé ce jour à Yaoundé entre le ministre délégué en charge de la Défense, Edgar Alamabongo, et le chef de la délégation russe, le général Anatoly Pontchouk. Très attendu de ces accords, la fourniture et la maintenance des équipements militaires de dernière génération. Le compte rendu d'Élysée Mbogba et Marcelin Gansop. Le général russe remet en guise de cadeau au ministre de la Défense un avion de chasse. Au-delà d'un simple symbole, c'est un présent qui indique la voie que prend la coopération militaire naissante entre le Cameroun et la Fédération de Russie. Une coopération qui prend la forme d'un accord cadre signé entre le ministre de la Défense, Alain Egam-Bongo, et le général Anatoly Pontchouk, le vice-président du service fédéral russe en charge de la coopération technique et militaire.
même si le contenu de l'accord n'a pas été révélé. Il se murmure qu'il porte sur l'acquisition et la maintenance du matériel militaire pour lequel la Russie dispose d'une technologie de pointe. Reçu récemment au Palais de l'Unité, l'ambassadeur russe n'avait pas fait mystère de la volonté de son pays de doter le Cameroun des équipements militaires de dernière génération. Mais au-delà de ce soutien logistique, un accent va être mis sur la formation et le rapatriement des technologies, pilier sur lequel repose la construction d'une armée qui se veut moderne comme la nôtre. Bref, le Cameroun entend s'appuyer sur l'expertise russe pour donner davantage de contenu à la réforme en cours de notre armée. Une réforme qui repose sur la professionnalisation, elle-même soutenue par un renforcement des capacités des hommes et des équipements qui vont avec. En rappel, la Fédération de Russie a déjà marqué sa présence aux côtés du gouvernement camerounais, notamment dans le domaine de la protection civile, où elle a remis récemment d'importants équipements aux sapeurs-pompiers et à la direction de la protection civile, ainsi que des denrées alimentaires destinées aux réfugiés. De la défense à la sécurité nationale, il n'y a qu'un pas et on parle de ce matériel roulant qui a été remis aux fonctionnaires de police de la région du littoral. Eh bien, le délégué régional de la sécurité nationale pour le littoral a d'ailleurs profité de cette occasion pour mettre en garde ses fonctionnaires contre toute négligence de nature à détériorer ce matériel mis à leur disposition. C'était en présence de nos reporters Georges Mitterrandam et Viviane Kamoa. Les forces de police reçoivent du matériel roulant flambant neuf. Cette dotation faite par la haute hiérarchie de la police vient d'être mise à la disposition des principaux bénéficiaires. Ces véhicules viennent insuffler une dynamique nouvelle aux forces de police qui pourront désormais être plus mobiles et efficaces sur le terrain. Ces véhicules doivent permettre à la police de travailler avec efficacité et sérénité. Au cours de la cérémonie, le délégué régional à la sécurité nationale pour le littoral a tenu à mettre en garde ces éléments quant à d'éventuelles négligences. Les collaborateurs qui ont reçu ces dotations ce jour doivent utiliser ces véhicules en bon père de famille. Ils doivent éviter de les détruire sous peine de sanctions ou d'imputation à leur encontre des dépenses résultant des négligences ou des destructions dues aux accidents de la circulation. La cérémonie qui s'est déroulée à l'esplanade de la région du littoral s'est achevée par la remise symbolique des clés aux différents bénéficiaires. Exploitation illégale de nos forêts, absence de la transformation locale du bois, violation des droits des communautés villageoises, voilà autant de mots qui minent la gouvernance des ressources naturelles au Cameroun. Le bilan des 20 dernières années a été fait au cours d'une réflexion à Yaoundé où étaient présents nos reporters Élisée Mbogba et Marcelin Gansop. Le Cameroun bouge, les projets structurants s'intensifient, les terres se raréfient et les problèmes se multiplient. Avec l'arrivée des investisseurs, nous connaissons une forte demande foncière pour des projets miniers, pour des projets industriels et aussi pour des projets d'infrastructure. Très souvent, les populations sont peu ou pas suffisamment informées du projet, de la dimension du projet et parfois aussi de l'impact socio-environnemental du projet. À cela, il faut ajouter la violation des droits des communautés qui assistent impuissamment à l'exploitation sauvage de leurs ressources naturelles. C'est dire que sur le terrain de la gouvernance des ressources naturelles, il y a encore du pain sur la planche. Il y a eu des innovations, notamment l'association des communautés à la gestion des ressources, comme par exemple la foresterie communautaire, les zones de chasse communautaires, ou la redevance forestière qui avait pour but d'associer les communautés aux retombées financières de l'exploitation forestière. C'était de très bonnes idées, mais elles n'ont pas marché comme on l'aurait pensé, parce qu'elles n'ont pas servi à promouvoir le développement au niveau local. 20 ans plus tard, on se rend compte que l'aménagement forestier n'a pas marché et qu'on en est encore très loin aujourd'hui. Cette conférence internationale permet de mesurer le chemin parcouru et d'esquisser quelques propositions susceptibles d'améliorer les pratiques actuelles. Il y a des projets de loi qui auraient dû être déjà déposés
pour être voté par les députés. On a pensé qu'il fallait réformer la loi forestière, il fallait réformer la loi, le code minier, il fallait aussi réformer la loi foncière. Et il faut un plan d'aménagement global du territoire. Il est important d'aller dans le sens de la transformation, d'aller dans le sens de la création de la valeur ajoutée de notre forêt dans notre pays. Il faut cesser de penser que le bois camerounais va créer des emplois à l'étranger en laissant notre pays continuer de garder les problèmes créés par l'exploitation forestière. Sous l'égide du Centre pour l'environnement et le développement, la rencontre de Yaoundé, porteuse d'espoir, regroupe les victimes de la malgouvernance des ressources naturelles, mais aussi les défenseurs des droits des communautés villageoises, les acteurs de la société civile et autres parlementaires. En culture, à la mesure d'aimer pas, c'est le nouvel ouvrage qui vient de commettre l'industriel Jean-Samuel Noukouachouan, une autobiographie dans laquelle l'auteur revient sur son parcours dans le monde des affaires. Un ouvrage feuilleté pour nous par Carlos Minoué et Sylvestre Hippolyte Zangaou. À la mesure de mes pas, l'ouvrage paru aux éditions Nouvelles, dont la dédicace a été faite ce 14 avril 2015 à Douala, est une autobiographie de l'auteur Jean-Samuel Noukouachouan. L'industriel camerounais y relate le chemin parcouru dans le monde des affaires, dès sa tendre enfance, à l'âge de 12 ans notamment, où 3 tubercules de manioc qu'il vendait avec succès au marché de Bafoussam à l'Ouest Cameroun, lui donnait l'envie de faire un grand bond. Rêve d'enfant ou aptitude naturelle, l'interrogation a vite trouvé une réponse dans l'esprit de Jean-Samuel Noukouachouan. Il veut être un grand homme d'affaires. À 13 ans, comme on peut le lire dans l'ouvrage, l'esprit inventif du jeune garçon l'emmène à créer une usine à fabriquer des nattes. Jean-Samuel Noukouachouan s'étend par la suite à d'autres domaines. La fabrication des étagères, des portes et des fenêtres en tige de raffia, tailleur ambulant, médecin des familles royales, entre autres. On apprend, dans À la mesure de mes pas, que cet esprit ouvert ne pouvait plus se limiter à son seul village natal. Jean-Samuel Noukouachouan investit alors Bafoussam, puis Konsamba, et bien sûr, l'incontournable Douala, où il s'installe finalement et devient un grand homme d'affaires, touchant à tous les domaines. La dédicace de son ouvrage a fait courir du monde, des industriels, des économistes, de nombreux chefs d'entreprise, des autorités traditionnelles et religieuses, pour ne citer que ceux-là, avec qui il a pris la mesure de ses pas. Je suis venu au Cameroun en 1966, je suis resté 15 ans, et après j'ai fini la fin de ma carrière bancaire en France. Donc à l'invitation de M. Noukouachouan, je suis revenu avec beaucoup de plaisir revoir des anciens clients. Jean-Samuel, quelqu'un qui est parti de rien, comme il écrit dans son livre, et qui est arrivé au summum de ce que peut rêver un chef d'entreprise. Pour le préfacier de l'ouvrage, Monseigneur Antoine Talou, la réussite de Jean-Samuel Noukouachouan indique à suffire le rôle que la croyance en l'effort peut jouer dans la réussite d'un individu. Cette biographie nous montre une figure très attachante et pour qui a connu la personne pendant quelques décennies, pour qui a été proche de cette personne, je crois que c'était tout à fait normal de faire la préface de cette biographie. L'histoire a fait qu'on se rencontre et qu'on s'estime et qu'on partage d'ailleurs beaucoup de valeurs. Dans son ouvrage, l'auteur révèle également le rôle essentiel que sa famille a joué à ses côtés. Un rôle qui inspire bien des choses à sa descendance, notamment à sa petite fille, Malaika Noukouachouan. Savoir d'où on vient, savoir le chemin qu'il a parcouru, son parcours, on a envie d'en faire plus. Déjà, on a envie de le rendre fier, mais déjà même pour soi-même, on a cette éthique du travail. Le livre, À la mesure de mes pas, est déjà disponible dans les librairies à travers le Cameroun et dans plusieurs autres pays. À l'étranger, à présent, en Somalie, les militants Al-Shabaab ont attaqué le ministère de l'Éducation dans la capitale Mogadiscio. Le gouvernement déclare qu'au moins 10 personnes ont été tuées, de même que 7 de ces militants. Les précisions avec nos confrères de CCTV. Une véritable course pour sauver des blessés au milieu de coups de feu à travers Mogadiscio. Les images manquent de stabilité et de mise au point. Mais cela capture à la perfection l'atmosphère qui règne ici et comment Al-Shabaab peut frapper au cœur de la capitale somalienne. La cible, le ministère de l'Éducation. L'attaque a débuté avec l'explosion d'un véhicule kamikaze faisant un immense trou dans le mur et permettant aux tireurs de pénétrer dans l'enceinte.
Ils ont alors fait des otages et combattu jusqu'à la mort pendant moins d'1 heure. Parmi les personnes qui ont été tuées, il y a des civils et des passants, et aussi 2 officiers de police et 2 autres personnes des services de renseignement. Nous condamnons l'attaque et transmettons nos condoléances aux familles des victimes. Il s'agit de la dernière attaque d'ampleur menée par Al-Shabaab dans Mogadiscio. Le groupe a également mené des attaques à l'extérieur des frontières somaliennes plus tôt ce mois, tuant au moins 148 personnes dans une université kenyane. Al-Shabaab a également revendiqué l'attaque de mardi, la qualifiant d'opération sacrée. Les forces de l'Union africaine se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au même moment, mais un soldat de l'Union africaine faisait partie des morts. Eh bien, dans quelques instants seulement, nous allons questionner l'état de relations qui existe entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Cameroun. A tout de suite. Comme je l'annonçais à l'entame de ce journal, nous recevons le professeur Dieudonné Oyono. Il est le recteur de l'université de Douala. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, vous avez suivi, comme tous les Camerounais d'ailleurs, la visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est là à sa 2e sortie officielle après son élection il y a quelques mois du côté du Sénégal. Est-ce qu'il y aurait, d'après vous, certains éléments qui auraient penché en faveur du Cameroun pour que la destination Cameroun soit choisie par la secrétaire de l'OIF? Je vais d'abord dire que pour nous, les Camerounais, c'est un motif de fierté. Pourquoi? Parce que immédiatement après sa prise de fonction, elle a pris un des nôtres comme directeur de cabinet, ce qui est d'abord là une marque d'estime pour notre pays, et deuxièmement, en choisissant de venir au Cameroun, au cours de cette première sortie, depuis sa désignation comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, je pense que les Camerounais, de toute sensibilité, ont toutes les raisons d'en être fiers. Alors, ces mêmes Camerounais se demandent ce que le Cameroun gagne en étant membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Ben, je peux vous dire que le Cameroun gagne beaucoup. Beaucoup parce que nous sommes membres de cette organisation depuis 1991. Beaucoup a été fait. Je commence par un aspect qui est très important, c'est-à-dire la consolidation des institutions démocratiques. J'ai été, comme vous le savez, 11 ans coordonnateur du programme national de gouvernance. J'ai pu suivre au jour le jour tout l'appui de la francophonie à la consolidation des institutions démocratiques au Cameroun. Je peux citer au passage, il y a eu un appui considérable pour Elekam. D'ailleurs, elle est passée à Elekam ce matin. Oui, Jean. Oui, d'accord. Il y a eu un appui considérable pour la mise en œuvre de la loi relative au financement public des partis politiques et des campagnes électorales. Il y a eu un appui considérable pour la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays. Il y a eu un appui sur le renforcement des capacités de la société civile. Il y a eu un appui pour la biométrie, l'introduction de la biométrie, l'introduction et la mise en œuvre de la biométrie au Cameroun, tout comme l'Organisation internationale de la francophonie a développé, renforcé des capacités en matière de comment ça s'appelle, d'observation des élections. D'accord. Donc voilà au plan politique. Par exemple, au plan militaire, il y a un appui considérable pour renforcer les opérations de maintien de la paix. D'accord. Restons sur cet aspect politique, si vous le permettez, professeur. D'aucuns n'ont pas compris le fait que le Cameroun rejoigne cette institution en 91, elle qui existait déjà depuis des années, le Cameroun qui fait quand même figure de tête de file dans la sous-région où l'on est majoritairement francophone. Alors comment comprendre ce retard du Cameroun qui hésitait
à joindre l'Organisation de l'Internation de la francophonie. Est-ce que c'est parce qu'il ne voyait pas encore ses intérêts? Non, l'histoire du Cameroun, moi je l'ai appelé dans un ouvrage que j'ai publié il y a une vingtaine d'années, l'exception camerounaise. Parce que vous savez que notre histoire n'est pas l'histoire d'un pays qui a été colonisé par la France, mais l'histoire d'un pays qui avait été placé sous tutelle internationale avec la France pour le préparer à la capacité de s'administrer lui-même et d'accéder à l'indépendance. Donc il y a eu un mouvement oscillatoire depuis le début des années 60 entre, bien évidemment, l'intensification de la coopération avec la France et la volonté d'affirmer notre identité propre. Mais, vous savez, le monde a changé. Notre pays se doit également de changer avec lui. À partir de 1975, au moment où l'Agence de coopération culturelle et technique est née, le Cameroun était observateur. Et en 1991, comme vous le savez, il a adhéré à cette organisation. Parce que, comme vous le savez, la mondialisation a ses exigences et nous ne pouvions pas continuer à nous tenir à l'écart de ces grands mouvements du monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quelques années plus tard, le Cameroun a également adhéré au Commonwealth pour préserver sa spécificité de pays bilingue. Alors, restons sur cette spécificité du Cameroun, qui est en même temps membre du Commonwealth, mais également membre de la francophonie. Alors, notre pays a quelque peu l'air de, comme on le dit souvent, une chauve-souris qui, en même temps avec la francophonie, en même temps avec le Commonwealth, le Cameroun se sent beaucoup plus à l'aise où? Avec la francophonie ou bien le Commonwealth? Bon, je vous réponds très simplement. Bon, c'est comme si vous disiez que le Canada joue aussi à la chauve-souris. Non, nous avons deux espaces qui nous sont tous les deux bénéfiques. Comme je vous le disais là tout à l'heure, je peux citer les mêmes choses en ce qui concerne le Commonwealth, qui nous a également apporté un appui de taille dans la consolidation de nos institutions démocratiques. Mais je voudrais dire que la francophonie ne s'arrête pas à ces aspects politiques. On peut évoquer les aspects économiques, parce qu'elle offre un appui de taille pour le renforcement des capacités en matière de commerce, en matière d'investissement, en matière d'intégration régionale. Elle nous appuie pour la promotion du développement durable. C'est la raison pour laquelle Madame Michaël Jean a été visiter aujourd'hui la décharge de Nkolfulu. Au plan culturel, d'ailleurs, ça a toujours été sa vocation naturelle. Au plan technique, elle nous appuie pour le développement des technologies d'information et de la communication. Vous savez également que le Bureau Afrique centrale et des Grands Lacs de l'Association des universités francophones se trouve à Yaoundé, au Cameroun. Donc, c'est pour vous dire que c'est un appui qui est un appui multiforme et dont le Cameroun est bénéficiaire. Alors, malgré toutes ces réalisations que vous venez de citer, professeur Dieudonné Oyono, le peuple camerounais n'arrive pas véritablement à recevoir, à voir l'impact de toutes ces réalisations. Et d'ailleurs, le président de la République, lors de son discours, a reconnu que les objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints au Cameroun. Alors, comment faire en sorte que les citoyens lambda puissent se sentir véritablement membres de la francophonie? Ce que je peux vous dire, peut-être pour nous rassurer tous, c'est que l'atteinte des objectifs, la non-atteinte des objectifs du millénaire pour le développement ne sont pas une curiosité camerounaise. Globalement, dans tous les pays qui étaient concernés par ces OMD, ces objectifs n'ont pas été atteints. Bon, mais on pourra certainement évoquer ça et là, les raisons pour lesquelles cela n'a pas été possible, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les pays qui étaient visés par les objectifs du millénaire pour le développement, ces pays ne les ont pas atteints. Donc, je pense qu'il faut revoir un autre agenda qui nous permette d'atteindre plus facilement des objectifs que nous nous fixons. Toutefois, on ne peut pas dire que globalement, on ne les a pas atteints. Il y a eu, par exemple, vous vous souvenez, pour la lutte contre le paludisme, la baisse de la mortalité infantile, on a fait un grand pas.
pour la scolarisation des jeunes filles, des enfants et des jeunes filles. On a fait un grand pas. La mortalité maternelle a baissé. Donc, disons que dans l'ensemble, les résultats sont mitigés, mais je pense que le nouvel agenda va nous permettre de faire un bond en avant. Alors, sur l'aspect académique qui vous interpelle directement, je suppose que l'Université de Douala fait partie de l'agence universitaire de la francophonie. Alors, quelles peuvent être les réalisations que l'on peut mettre à l'actif, ou alors l'apport de la francophonie par rapport à ce qui concerne l'Université de Douala? Nous sommes membres de l'AUF, nous sommes membres à part entière de l'AUF. L'AUF nous appuie, par exemple, pour la promotion des technologies de l'information et de la communication. L'AUF nous appuie dans le domaine de la recherche. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai entendu le ministre lancer un appel pour que l'AUF s'implique dans le processus des incubateurs d'entreprise. Donc, l'AUF est là, nous en sommes membres, il y a des résultats. Par exemple, je vous ai dit pour la recherche, pour la promotion des TIC, car ce sont les secteurs prioritaires dans lesquels l'AUF s'investit. Alors, la question pour sortir de cet entretien, est-ce que la promotion de la langue française n'est pas une sorte d'épine que nous allons, une sorte de balle au pied du Cameroun en ce qui concerne nos langues maternelles? Est-ce que ce n'est pas une façon de tuer les langues maternelles au Cameroun, faire la promotion, l'apologie de la langue française? Non, moi je ne partage pas ce point de vue. Je ne le partage pas parce que parler le français ou parler l'anglais n'empêche pas que nous parlions nos langues. Je commence par là. C'est un travail qui doit se faire d'abord au niveau individuel. Que nous soyons en mesure de parler nos langues à nos enfants. Pourtant, le français demeure toujours la langue prioritaire que l'on pratique aussi bien dans les maisons que dans les écoles au Cameroun. C'est un tort. C'est un tort. Il faut parler nos langues à nos enfants parce qu'il faut d'abord les intéresser à cela. Et dans un deuxième temps, les introduire dans les programmes. Ce n'est pas impossible. Moi, quand j'étais jeune, à l'école primaire, nous, on apprenait les Wolo à l'école. Donc, je ne pense pas que le français soit un handicap, une entrave, ou le français ou l'anglais soit une entrave. Alors, comment on fait pour que nos langues ne disparaissent pratiquement pas? Nous devons... À la maison, à l'école? C'est les politiques nationales qui doivent mettre l'accent sur cet aspect. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que parler l'anglais ou parler le français n'est pas du tout incompatible avec le fait de parler nos langues. La tâche sera vraiment nous sommes, soyons réalistes, nous sommes, le monde est aujourd'hui un grand village, il faut communiquer avec les autres. C'est pour cela que parler le français ou parler l'anglais est plutôt une richesse, c'est une richesse, mais il nous appartient à nous de préserver nos langues. Merci, professeur Dieudonné Oyono, recteur de l'Université de Douala, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Avant de mettre définitivement un terme à ce journal, à suivre dans quelques instants votre émission 237, le débat, dans quelques minutes, dont Duval Fangwa et ses invités vont s'intéresser à la question de la protection du patrimoine historique. Il sera question d'interroger les politiques publiques avec un zoom sur l'Union des populations du Cameroun qui vient de célébrer son 60e anniversaire. C'est dans quelques poussières de secondes seulement. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Nous espérons vous avoir davantage nombreux demain lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à toutes et à tous.